Université d'été de l'animal 2020. Le cheval, maître en intelligence émotionnelle. Une conférence de Cécile Gilbert-Cavano. Présentation, Yolène Delabigne. Je voudrais juste me présenter rapidement parce que quand vous dites coach et qui-coach, je voudrais aussi vous dire un mot. Pourquoi est-ce que je me suis spécialisée d'abord en intelligence émotionnelle avant d'aller vers l'intelligence relationnelle et le travail avec les chevaux, et donc pourquoi ensuite les chevaux et le corps? En fait, tout simplement parce que j'en manquais. C'est-à-dire que j'essayais de vivre ma vie avec le mental, en disant que mon cerveau intellectuel allait bien entendu me permettre de vivre la meilleure des vies possibles. Et au bout d'un moment, j'ai quand même fini par me rendre compte que ça ne suffisait pas. Et donc, j'ai été chercher, comme j'avais la chance de lire l'anglais, j'ai été chercher chez les premiers qui avaient formalisé à l'époque, vulgarisé la notion d'intelligence émotionnelle, qui est arrivée plus tard en France. Et j'ai commencé à m'intéresser à comment est-ce qu'on pouvait utiliser nos émotions comme une source supplémentaire d'information pour être plus intelligent. Et les chevaux nous aident à faire ça, et ils nous aident aussi à être plus présents et cohérents dans notre présence avec notre corps. Et c'est comme ça que j'ai aussi été chercher du côté d'EponaQuest, et donc aller me former avec Linda Kohanov, qui a formalisé cette approche et tous les outils que vous trouvez dans ces 5 livres, parce que le 5e, là, pour un leadership socialement intelligent, c'est donc le dernier en date. Mais il y en a déjà 4 autres avant, que je vous recommande évidemment. Et donc, Linda Kohanov, pionnière dans l'Eki-coaching, continue ses recherches et continue à nous proposer des outils, des méthodes. Et en ce moment, elle est aussi beaucoup sur tout ce qui est la résolution des traumatismes dans le fonctionnement du système nerveux autonome et la théorie polyvagale, et qu'elle met aussi en œuvre avec des chevaux. Donc je crois qu'il y a des gens dans l'assistance qui travaillent aussi dans les prisons, par exemple, avec les chevaux. J'ai travaillé aussi dans les prisons, je travaille avec Anne, qui est présente ici aussi, Anne Mathieu, autre instructrice EponaQuest, on travaille avec les femmes victimes de violences. Donc voilà, on a plein d'approches où les chevaux peuvent nous aider, et leur façon de fonctionner ensemble et leurs intelligences particulières peuvent nous aider à mieux vivre nos vies d'êtres humains. Et donc, qu'est-ce que ça serait que d'être intelligent? Alors moi, je vous recommande, je sais que c'est 1 heure et que tout le monde n'aime pas écouter pendant 1 heure une vidéo, mais je vous recommande d'aller refaire un tour sur le site de l'Animal et l'Homme et de retrouver la conférence de Georges Chapoutier qui parlait des intelligences des chevaux pour nous en août 2018. C'est juste magnifique. Pour moi, comme on a déjà parlé plusieurs fois de ce que pouvaient être les différentes formes d'intelligence, je vais passer rapidement sur cette partie, mais je pense important qu'on revienne sur qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'une intelligence. Et si moi je parle de l'intelligence des chevaux, il se trouve que je ne suis pas un cheval, et donc en fait, qui suis-je pour parler de ce qui se passe en eux, dans leur tête, dans leur corps, dans leur cœur, et définir en quoi ils sont intelligents ou pas. Enfin, je veux dire, voilà, cette définition, du coup, c'est pour moi la capacité de trouver la meilleure façon d'agir dans un contexte, dans une situation donnée. Donc on a beaucoup parlé d'adaptation depuis 3 jours. L'adaptation, la capacité d'adaptation est une des formes de l'intelligence, et c'est une des façons de faire qui nous permet de trouver la meilleure façon d'agir dans une situation donnée. On le fait comment d'être intelligent? Premièrement, en prenant des informations. Or, trop souvent, on a oublié qu'une grosse de nos sources d'informations, c'est en interne. Et donc, là où on va parler, et où les chevaux sont des grands maîtres pour nous, d'informations qui viennent des sensations et d'informations qui viennent des émotions. Et c'est des informations qu'on trouve en fait en interne. Ensuite, une fois qu'on a pris ces informations en interne, ou en même temps qu'on prend les informations en interne, il faudrait aussi qu'on observe et qu'on regarde et qu'on prenne les informations en externe. Et les chevaux, on va voir tout à l'heure, ils ont des façons de prendre des informations aussi bien en interne qu'en externe, qui dans beaucoup de situations sont beaucoup plus fines et beaucoup plus efficaces que nos façons à nous de prendre des informations. Et là aussi, ils sont des grands maîtres pour nous. Ensuite, il faut traiter ces informations. C'est une évidence, mais rappelons-nous ça. Comment est-ce que la mécanique fonctionne de prendre une info? Vous savez qu'en fait, nous ne voyons pas, nous reconstituons des images, d'accord? Nos perceptions ne sont pas des éléments d'information qui viennent de l'extérieur et qui nous arrivent bruts de fonderie. Nos perceptions nous permettent, via notre expérience, via nos compétences de notre cerveau, de reconstruire une réalité dans notre tête. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, chaque personne qui a vécu une expérience l'a vécue et l'a mémorisée et en a fait des apprentissages différents de son voisin ou de sa voisine. Et donc, on traite ces informations, on va aussi mémoriser, Et on va aussi donc élaborer. Et donc, on va faire, nous, plus ou moins des analyses, des comparaisons, et on va aussi, par anticipation, avec des connaissances précédentes, recréer quelque chose de l'ordre de
une information qui serait peut-être utile. Et tout ça jusqu'à normalement, si tout va bien, une décision d'action. La décision peut être de ne rien faire. Je ne bouge pas, c'est trop dangereux ou ça amènerait encore plus de problèmes. Mais ça peut être aussi une décision de négociation, une décision de poser un acte, etc. Donc, quelle décision d'action? Et il faudrait rajouter, du coup, la capacité à mettre en œuvre les actions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, chez certains êtres humains ou dans certaines situations, et c'est vrai aussi chez certains animaux dans certaines situations, là, on a décidé de faire quelque chose, on est arrivé à l'idée, la conviction selon laquelle c'est la bonne chose à faire, sauf qu'on ne le met pas en œuvre. C'est pas le moment. On va déranger quelqu'un, ça se fait pas, ou autre situation. Et en fait, vous allez voir, et les chevaux pour ça aussi sont des grands maîtres pour nous, que si jamais il y a une décision qui serait juste à mettre en œuvre dans une situation, mais que nous ne la mettrons pas en œuvre, notre corps nous renvoie des signaux internes ou nous renvoie des sensations et des émotions pour nous dire, bon alors, quand est-ce que tu le règles le problème là? Quand est-ce que tu avances sur ce truc? Voilà. Et pour ça, les chevaux, comme voilà, moi je trouve très intéressant l'interaction avec eux, entre autres, et il y a d'autres animaux pour qui c'est vrai aussi, mais il se trouve que moi, je connais les chevaux, donc je parle des chevaux. Ils nous donnent 500 kilos de feedback, c'est-à-dire que si vous ne faites pas ce qu'il y a à faire, vous le savez tout de suite, hein, vous ne pouvez pas louper l'information en retour. Hein. Donc, du coup, eux, ils attendent même pas que notre corps nous signale, dis donc, tu devais. Ils vont déjà, eux, par un comportement, un mouvement, une réaction, nous dire ce qui se passe. Mais je voudrais d'abord, avant de parler de comment les chevaux captent et traitent les informations, revenir sur des petites questions qu'on s'est un peu posées quand même entre nous, entre êtres humains. Vous avez peut-être entendu parler de la conférence de Cambridge en juillet 2012. Hein. On en avait déjà d'ailleurs abordé ce sujet l'année dernière à l'Université d'été de l'animal. Et donc de reconnaître l'existence de la conscience chez des animaux non humains. Donc la définition était animaux non humains et conscience associée. D'accord. Et au-delà de cette déclaration qui a quand même été une avancée, même si on entend encore des données pratiques un peu plus visibles, c'est quand même une chose importante. Il y a eu aussi, suite à cette déclaration, un autre travail qui a été fait en France sur la déclaration de Toulon, qui essaye de voir comment on pourrait donner une personnalité juridique à des personnes non humaines. Et donc là, on va encore plus loin sur la possibilité peut-être de reconnaître qu'il y a une forme de conscience, une forme d'intelligence, une forme de mise en relation dans nos responsabilités de vie commune qui pourraient peut-être être organisées différemment. Et je pense que ce sont encore des pistes à aller chercher et à creuser de notre part. Alors, en dehors de ces grandes données sur conscience, intelligence, sensibilité, on peut aller regarder comment les chevaux, eux, prennent l'information et la traitent. Alors, on a toujours du mal, hein, en tant qu'être humain, à pouvoir aller voir comment fonctionnent les autres, parce que comment est-ce qu'on fait? Il faudrait qu'on se mette une petite puce comme ça et qu'on se rentre dans la peau de Inception des animaux pour peut-être aller voir dans leur façon interne de fonctionner comment ils font. En tout cas, on sait déjà qu'ils ont des différences dans les différents sens par rapport à nous. Par exemple, le toucher. Quand on pense toucher chez un être humain, souvent on pense aux mains. Alors les chevaux, eux, ils ont un sens du toucher et un sens d'ailleurs de la présence de l'autre qui est beaucoup plus forte que la nôtre. Et ils ont des informations qui leur passent par beaucoup plus d'endroits que nous, qui nous sommes conditionnés pour ne plus ressentir certaines informations qui passent par certaines pourtant capacités de nos sens. Et entre autres le toucher. Quand vous portez des chaussures, par exemple, vous avez beaucoup moins d'informations que les informations qui passent dans les sabots d'un cheval quand il marche et que son sabot, quand il n'est pas ferré, arrive à s'écarter un peu plus sous le poids du cheval, puis se rétracter, et que la sole du cheval, donc le dessous du pied, sent la texture du sol, sent la façon dont il y a des vibrations dans le sol quand lui pose son poids dessus, etc. Donc il y a plein d'informations qui passent. Les vibrisses, il y a des gens qui coupent les poils autour du nez du cheval, mon Dieu, mais c'est comme si on vous coupait les mains, c'est comme si on vous coupait les doigts, hein. Voilà, les informations, elles passent par là. Donc, est-ce que vous imaginez de vous couper les doigts de vos enfants pour faire joli ou pour je ne sais quoi? Voilà, donc déjà le toucher. Pensez au cheval quand il y a une mouche qui se pose sur sa peau. Vous avez vu déjà la peau qui frissonne parce qu'il ne sait pas si c'est juste une mouche, il s'en fiche, ou si c'est un temps qui va être plus désagréable à sentir quand il va mordre. Et donc, imaginez quand on leur donne des tapes.
En fait, ils sentent. Alors, les différents sens, il y a aussi l'odorat. Vous avez peut-être déjà vu un cheval faire ce qu'on appelle le flemen. Vous voyez, retourner les lèvres comme ça. Vous avez peut-être sur la photo retourner les lèvres pour aller en fait ressentir plus les hormones. Hein. C'est plus parce qu'il y a des capteurs sous les lèvres qui permettent d'avoir des informations plus fines en termes, entre autres, de phéromones et d'hormones. Et donc, ils ont un sens d'odorat beaucoup plus important que le nôtre et ils sentent à des distances beaucoup plus importantes des choses qui pourraient être intéressantes pour eux, par exemple de l'eau ou de l'herbe fraîche, ou un copain, une copine, et que nous, qui avons un peu perdu dans nos vies aseptisées et enfermées, pour la plupart d'entre nous, dans des maisons, nos capacités de sentir. Ça va être très utile, entre autres, pour eux, pour ne pas ingérer quelque chose qui ne serait pas bon pour eux, parce que comme ils ont un système digestif qui n'est pas comme celui des vaches ni le nôtre, ils ne peuvent pas régurgiter. Donc il faut absolument qu'ils puissent repérer un poison potentiel avant de l'ingérer. Ou alors il faut que ça reparte très vite. Voilà. La vue. Alors vous savez peut-être que les chevaux, vous avez remarqué qu'ils ont les yeux un peu plus sortis devant la tête, sur les côtés que nous. Ça leur permet d'avoir une vue quasiment à 360. Alors quasiment, vous voyez peut-être sur le dessin que je vous ai mis, en fait ils ont une vision binoculaire juste devant la tête, donc les deux yeux qui leur permettent de refaire avec deux dimensions, la vue en 3 dimensions sur l'avant. Et puis sur le côté droit, ils ont la vue du côté droit avec l'œil droit quasiment sur tout le côté, sauf un petit bout à l'arrière, et la même chose à gauche. Et donc, ils ont 2 angles morts, un juste devant, donc quand vous voyez les chevaux qu'on appelle encapuchonnés, vous savez, quand on les tient avec les rênes complètement la tête penchée, en fait, ils ne voient pas bien où ils posent les pieds, parce que c'est juste sur l'angle mort. Donc laissez la tête de vos chevaux libre, s'il vous plaît. L'arrière dans le dos, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on dit n'approchez pas d'un cheval rapidement à l'arrière sans le prévenir, parce qu'en fait, vous êtes juste dans son angle mort, il n'est pas sûr si vous êtes un copain ou pas, si vous allez lui faire du mal ou pas. Donc voilà. Mais il a donc une vue qui est beaucoup plus large que la nôtre. Nous, quand on écarte le bras, à un moment donné, on voit plus rien. Donc c'est intéressant de voir qu'ils prennent des informations que nous ne sommes pas capables de prendre. De même pour l'ouïe. Ils ont une ouïe avec des fréquences, ils entendent beaucoup plus de fréquences que nous, avec une amplitude plus importante, et qui leur permettent en plus d'entendre de plus loin que nous on entend. Donc très souvent, quand vous êtes en balade en forêt, si votre cheval commence à s'affoler, vous pourriez lui faire un peu confiance. Peut-être qu'il a vu, entendu, ressenti une information d'un danger potentiel que vous n'aviez pas encore repéré. Et donc au moins dialoguer avec lui. Écoutez-le un peu. Peut-être qu'il a tort, peut-être qu'il s'affole pour rien, mais peut-être qu'en fait, il est en train de vous prévenir de quelque chose que vous n'auriez jamais repéré de votre vie. Et entre autres, il a les oreilles qui se tournent vers ce qui attire son attention. Nous, on n'a pas les oreilles aussi mobiles, à part 1 ou 2 copains que j'ai qui arrivent à faire bouger un peu leurs oreilles. La plupart d'entre nous, tourner le pavillon vers l'origine du son, on n'est pas encore on a un peu perdu ces capacités-là. Et que certaines personnes n'osent pas s'approcher des chevaux en disant mais ils tournent l'oreille, il tourne l'oreille vers l'arrière, ça veut dire qu'il n'est pas content, il veut pas que je l'approche. Non, il est juste en train de tourner l'oreille vers le son. Ça n'est pas le seul indicateur de son humeur. D'abord, avant qu'il soit vraiment pas content, c'est l'oreille plaquée contre l'encolure, qui est déjà le signe un peu fort de quelque chose qui ne va pas. Et puis là, on parle comme ça des chevaux comme si tout le monde était pareil. Évidemment, les chevaux, c'est comme les humains ou comme tout autre animal. Ils ont chacun leur caractère, ils ont chacun leur façon de réagir et leurs caractéristiques. Donc, la première chose à faire quand on s'intéresse à un animal, c'est de l'observer et de prendre son individualité en compte. Et il y a des chevaux qui réagissent différemment d'autres et les signaux des oreilles ne vont pas signifier exactement la même chose non plus. Voilà. Alors dans les données de base, il y a aussi qui fait partie du coup de leur intelligence, comment est-ce qu'ils prennent les informations, comment ils traitent les informations. On peut aller regarder aussi des différences entre les chevaux et les humains. Par exemple, le fait que les chevaux ont 22 mètres d'intestin. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, dans les intestins, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des bactéries, il y a des neurones, il y a des interactions entre différents types de cellules. Et donc, quand on dit « mes tripes me parlent », on raconte pas n'importe quoi. Certaines personnes qualifient même les intestins de second cerveau. Et donc, on a des informations et du traitement de l'information par nos tripes, par nos intestins. Et les chevaux, ils en ont 22 mètres, donc ils ont un peu plus d'efficacité de prise d'infos et de traitement de cette information par ce que certains appellent l'instinct, d'autres l'intelligence basique animale, l'autre les tripes, voilà. Mais une forme de
de capacité, enfin de préparation à une prise de décision qui va être plus riche parce qu'elle est nourrie par plus de fonctionnalités disponibles. Donc nous, avec nos petits 6 mètres, on est moins actifs de ce côté-là. Voilà. La masse cardiaque, le cheval qui pèse à peu près, bon, on va dire selon les races, on va dire à peu près 500 kilos. Hein, évidemment, il y en a qui font que 150, puis il y en a d'autres qui font 1 tonne. Hein, mais pour un cheval classique, on va dire dans nos contrées qui avons des chevaux d'1,60 m 70, à peu près 500 kilos. Nous, on fait à peu près 75 kilos. Alors, ça dépend aussi, hein, on est d'accord. On a une masse cardiaque qui va être un peu différente. Donc, le cheval, il va avoir à peu près une masse cardiaque de 5 kilos, tandis que nous, elle fait à peu près 300-350 grammes. Ça dépend aussi des personnes. Et donc, et avec des rythmes cardiaques différents. Et donc, vous avez aussi des ondes électromagnétiques qui sont envoyées par chacun de nos organes, qui vont envoyer des informations et recevoir des informations de façon différente. Et il y a des études qui sont menées actuellement, et entre autres par Linda Kohanoff d'ailleurs, qui prouvent que en fait, la masse cardiaque et le rythme cardiaque du cheval va activer quelque chose chez nous qui est extrêmement bénéfique, en lien aussi avec les hormones, entre autres l'ocytocine. Et donc, si vous fréquentez un cheval, vous ne faites que marcher à côté de lui, ou juste le gratouiller, ou juste passer 10 minutes à respirer à côté de lui, sans obligatoirement monter à côté de lui, si c'est un cheval qui fait plus de 350-400 kilos, votre cœur bénéficie de presque le même état de bienfait que les 5 ou 7 minutes de cohérence cardiaque que Claude a bien voulu nous faire tester tout à l'heure. Donc voilà, vous passez du temps avec le cheval, votre cœur en fait se met quasiment en état de cohérence cardiaque, ne serait-ce que parce que il est affecté par la masse cardiaque et le rythme cardiaque et l'équilibre entre le système nerveux autonome, la branche parasympathique équilibrée du cheval avec la branche orthosympathique. Et du coup, ça a un effet sur nous de cohérence cardiaque où nos branches parasympathiques et orthosympathiques s'équilibrent aussi. Donc, bénéfice physiologique profond, ne serait-ce que juste, en étant en présence tranquille d'un cheval. Leur première réaction, c'est vrai, psychologiquement, habituellement, c'est la fuite. Beaucoup de gens disent les chevaux sont des proies. Alors, comme proie, c'est pas une proie facile. Hein. C'est pas vraiment une proie parce que c'est un grand herbivore. Quand une meute de loups ou des lions veulent sauter sur un cheval, il faut pas qu'il y ait les copains à côté, hein, parce que sinon c'est rarement le loup ou le lion qui gagne. Mais la première réaction, c'est la fuite. Et donc, si vous voulez qu'un cheval soit en interaction avec vous de façon intéressante et sans s'affoler au moindre bruit, il faut utiliser ses capacités d'apprentissage. Vous pouvez l'éduquer à prendre de meilleures habitudes avec vous en s'habituant à certains bruits, certains mouvements, certaines façons de faire. Et heureusement, ils ont des grandes capacités d'apprentissage. Et ils ont aussi une capacité de réflexion. Et vous pouvez voir certains chevaux qui, quand vous leur proposez quelque chose qu'ils ne comprennent pas, s'arrêtent et puis prennent un temps, comme s'ils étaient en train d'essayer de comprendre ce que vous voulez ou ce que vous dites ou ce que vous faites ou là où vous voulez les amener. C'est pas seulement une impression, il semblerait qu'il y ait vraiment des trucs qui se passent là-haut. Ils ont entre autres un sens de l'orientation que nous avons parfois perdu pour certains d'entre nous. Et puis ils ont une gestion du temps, une compréhension du temps qui est sous forme de cycle. Et donc ils vivent pas du tout la pression des journées de la même façon que nous. Par contre, ils savent très bien à quelle heure vous allez amener le foin ou oublier d'amener le foin. Voilà. Et puis, pourquoi est-ce qu'on travaille avec les chevaux ? Entre autres, parce qu'on a une longue histoire avec eux et qu'on a des codes qu'on connaît entre nous. Alors, je pourrais vous détailler plein d'anecdotes sur ce truc-là, mais même chose, je pense qu'on n'a pas trop de temps. Mais il y a quand même une des choses qui est intéressante de nos jours, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, c'est peut-être la domestication, et c'est pas vrai seulement des chevaux, mais la domestication, c'est peut-être pas seulement l'humain qui a décidé qu'il y aurait des animaux qui seraient intéressants de garder proches de lui, mais il semblerait bien que ce soit aussi un choix des animaux eux-mêmes de se rapprocher de ces espèces de bipèdes bizarres, mais qui font des choses qui permettent d'avoir un confort du genre, ils plantent des herbes qui sont bonnes à manger. Quand on est à côté d'eux, les prédateurs, ils s'approchent moins de nous. Donc, du coup, c'est peut-être on mange plus facilement. Deux, on est moins avec des menaces. Enfin, voilà. Il semblerait qu'il y ait eu des choix des animaux eux-mêmes de se rapprocher des humains et de commencer à évoluer ensemble. Et il semblerait que cette domestication n'était pas seulement au bénéfice de l'humain, et que en plus le fait de vivre en deux espèces et puis en fait au fur et à mesure plusieurs espèces
qui ont co-vécu, on va dire, vécu dans des environnements et des façons de fonctionner plus proches, aura fait évoluer nos systèmes internes, physiologiques, aussi bien chez l'animal que chez nous, en co-évolution. Voilà. Et donc c'est intéressant de se dire qu'en fait les bénéfices ont peut-être été partagés et que c'est pas seulement notre volonté et notre façon de voir la vie qui aurait influencé les animaux, mais qu'en fait on s'est permis les uns les autres d'évoluer et de changer même physiologiquement des données profondes du fait de se fréquenter de plus près.